qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Comme vous pouvez le deviner, je viens du Québec. Je viens du nord du Québec. Du nord du Québec, dans une famille où mon père était fermier. Et je commence à retrouver des choses qui existaient dans mon patrin quand j'étais petit. Parler d'amour, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le ruisseau des jours aujourd'hui s'arrête et forme un étang où chacun peut voir comme en un miroir l'amour qu'il reflète pour ces cœurs à qui je souhaite le temps de vivre nos espoirs. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Ouais, là c'est bon. Là c'est bien. Ah oui, c'est tout. C'est le printemps, on a 20 ans, le cœur et l'homme battent gaiement, droit devant nous, sans savoir où, nous filons comme des fous. Car aujourd'hui, tout nous sourit, dans une auto qu'on est bien notre ami. Aussi chantons sur tous les tons, le plaisir d'être garçon. Avoir un bon papa, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon papa, c'est plus fidèle qu'une blonde, une main dans la main. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour
tracer un chemin et forcer le destin à chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de fort, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre, ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile, ils l'avaient pas lu. Mais ils s'aimaient, toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord, au moindre coup de... C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerises et grenades au sang fleur du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme aubade, les lèvres s'épanouissent. Camarade, camarade, c'est un nom terrible, camarade, c'est un nom terrible à dire. Quand le temps d'une mascarade, il ne fait plus que frémir. Que venez-vous faire, camarade? Que venez-vous faire ici? Ce fut à 5 heures dans Prague que le mois d'août s'obscurcit. Camarade, camarade, c'est un joli nom, camarade, c'est un joli nom, tu sais. Jean-Marie, bonne fête. Nous venons partager avec toi ce moment de bonheur, de réjouissance et te dire combien nous sommes heureux d'avoir pu un jour croiser ton chemin. Hein? C'est tout ce que tu nous as apporté, c'est l'amitié bien entendu, c'est tout ce que nous avons pu apprécier dans ton travail professionnel, mais aussi en tant qu'homme.
Jean-Marie, tu nous as fortement enrichis. Nous avons toujours apprécié ton authenticité, ton empathie. Tu étais porteur aussi de ce concept d'empowerment. Tu as apprécié tellement l'agir communicationnel. Tout ça, tu nous l'as communiqué. Eh bien, c'est toutes ces choses tellement belles que nous avons pu apprécier auprès de toi et que tu nous as apporté, que tu nous as profondément permis de grandir, d'évoluer, et en tout cas de nous réaliser. Alors, nous te disons avec toute notre équipe combien nous apprécions tout ce travail que tu as mené à bon port, et te dire que tu as parfaitement réussi à concrétiser une phrase tellement belle de Jean Jaurès lorsqu'il écrit que l'essentiel dans la vie, c'est d'être capable d'accrocher son char aux étoiles et néanmoins de garder les pieds dans le sillon. C'est ce que tu as pu faire, c'est ce que tu as fait, c'est ce que tu nous as montré, parce que les étoiles, c'était l'amitié, c'était aussi l'empowerment, c'était aussi ta confiance en l'humanité, ta croyance en l'homme, et surtout ce que tu voulais, le bonheur pour tout un chacun. Ce sont ces belles étoiles que tu as très bien repérées et qui t'ont toujours inspiré. Et néanmoins, tu es un des rares qui a aussi constamment œuvré les pieds dans le sillon. Tu as visité les familles, tu as accompagné les familles, tu as vu les gens en difficulté, tu as rencontré la souffrance. Et à travers toutes ces étapes successives, toujours tu as rebondi. Toujours tu es reparti sur un chemin, sur le chemin de l'émancipation. Et c'est tout cela que nous apprécions aujourd'hui avec toute notre équipe. Et c'est pour tout cela que nous te disons aujourd'hui merci. Un tout grand merci. Et nous partageons avec toi ces instants de fête. Et nous adressons à toute la famille, à tous nos amis du Québec, notre très cordiale et fraternelle et amicale salutation. Et en espérant vous revoir très bientôt chez nous, comme chez vous. Bon vent, à bientôt. Salut Jean-Marie, salut anniversaire. Bravo. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le temps de s'aimer, le jour de le dire, font comme la neige au doigt du printemps. Fêtons de nos joies, fêtons de nos rires, ces yeux où nos regards se mirent. C'est demain que j'avais 20 ans. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Ça me fait penser quand j'étais en stage à l'hôpital au début de ma carrière, j'avais fait un stage dans un hôpital pour enfants dans le domaine de la psychiatrie. Et il y avait des sessions de synthèse. Par exemple, ils faisaient venir des gens de l'Abitibi. La mère est obligée de passer une nuit dans le train avec son enfant. Elle arrivait le matin, et là, ou la veille, et là, il lui passait toutes sortes de tests pendant 2 jours. Puis dans l'après-midi de la deuxième journée, là, il faisait venir la mère, puis là, il y avait tout un paquet de sarraux blancs qui s'installaient autour de la table avec la mère. Puis là, il disait tout ce qui n'allait pas chez son enfant. Et puis, à la fin, il disait, ben écoutez, nous, on ne peut rien y faire, retournez en Abitibi, essayez de vous trouver des ressources. C'est que... Comment cette mère repartait en train? Puis qu'est-ce qu'on venait de lui faire? On l'avait éclairé sur certaines choses, mais on n'y avait pas donné de moyens. Donc, ça aussi, c'est qu'on a à réfléchir sur nos pratiques. C'est comment s'y prendre pour travailler dans les situations difficiles, pour faciliter la tâche à l'autre. On pense à refuser en tous les cas la place des parents dans l'école.
Et donc on a mis en place les enseignants et les directions sur différents cycles. On fait l'objet d'une formation, donc c'est en la formation des professionnels, mais on a mis aussi en place des groupes de parole de parents, parce que vous disiez être à l'écoute des parents, et voir finalement un petit peu comment est-ce que les parents vivaient l'école, comment est-ce qu'ils avaient l'impression qu'on répondait aussi aux besoins des enfants. Et c'est vrai qu'on a travaillé finalement sur 3 médias, les devoirs. Comment est-ce que les parents vivent les devoirs à la maison. On a travaillé le bulletin. Finalement, on réunit les parents dans une réunion de parents pour dire que les enfants, ils n'ont pas bien travaillé et que finalement, les parents qui ont des enfants qui ont des difficultés scolaires ne viennent pas à la réunion parce qu'ils n'ont pas envie d'entendre justement qu'il y a un échec. Et on a travaillé sur le journal de classe. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'en grand rouge, l'enseignant met des choses aussi négatives dans le journal de classe et finalement, qu'est-ce que le parent a comme idée, comme perception, de la perception de l'enseignant par rapport à son propre enfant. Et donc, en faisant tout ce travail, l'idée était que les parents puissent rester dans leur rôle de parents et pas devenir des enseignants à la maison, et que les parents respectent aussi le rôle d'enseignant de l'enseignant, mais d'être ensemble quand même dans une espèce de, pas de coéducation, mais de formation, ensemble par rapport à l'enfant, et de considérer qu'on n'a pas qu'un élève devant soi, mais on a un élève enfant. Donc ça, c'est un travail en tous les cas qui se poursuit et qui montre aussi que comment est-ce que les enseignants font face aussi aux difficultés qui se présentent dans l'école, dans l'établissement, qui se passent, nous c'est à Charleroi, j'ai pas envie de noircir la ville de Charleroi, mais pour les écoles où on était, c'était quand même des écoles où il y avait de grosses difficultés. Il y avait une directrice par exemple qui disait qu'elle était, elle était à son 5e suicide de maman. Donc il y a des enfants quand même confrontés à de grosses difficultés. Il y avait une misère sociale quand même assez importante qui est toujours là. Et donc l'idée était aussi comment est-ce qu'on peut aider les enseignants à répondre, parce que c'est pas un prof, c'est pas un directeur d'école qui peut prendre en charge toutes ces difficultés. Et donc à la fin de cette recherche, on aboutit sous l'idée de pouvoir créer une plateforme, de pouvoir intégrer l'école dans un réseau. Parce que finalement, quand on demande aux enseignants, si un problème, à qui vous pouvez faire aussi appel, quelles ressources finalement les enseignants peuvent avoir. Et en fait, on se rendait compte que les enseignants ne savaient pas à qui faire appel. Donc l'idée était d'intégrer l'école dans le réseau local. Mais qui sont les éventuels partenaires à qui on peut faire appel. Et donc cette plateforme est une manière de pouvoir faire rencontrer ensemble les différents partenaires, le CPAS, les enseignants, les directions, les éducateurs ruraux, etc., pour pouvoir à un moment donné répondre au mieux aux difficultés des familles. Donc ça c'est une chose. Une deuxième chose, moi je suis trop sensible aussi à la formation des professionnels. Parce que c'est vrai que moi je suis aussi psychologue, je suis aussi praticienne, et je me dis toujours qu'on va réfléchir à qui je suis, qu'est-ce que je suis en train de faire quand je suis en face des familles, en face des gens, et je me dis que tantôt je pensais au médecin qui annonce brutalement, et si lui se positionnait en tant que parent, comment est-ce qu'il aimerait bien que lui, à lui aussi, on lui annonce ce genre d'informations. Et c'est vrai que par exemple, aussi dans le cadre du service de M. Courtois, il y a des collègues qui ont fait une formation avec tous les délégués SAJ, tous les délégués donc les services de l'aide à la jeunesse, services de protection judiciaire, parce qu'on s'est rendu compte de comment est-ce qu'un délégué SAJ, SPJ, comment est-ce qu'il évalue une situation de danger, par exemple. Qu'est-ce que le danger pour qu'est-ce que le danger peut représenter pour un délégué? Il ne représentera pas forcément la même chose pour un autre délégué. À partir de quoi on évalue qu'une famille est compétente ou n'est pas compétente. Et je pense que quand on suit ces formations, on doit partir de l'idée aussi que les parents, même si on ne le voit pas forcément parce qu'on n'aide pas à valoriser justement leur savoir, ont un potentiel. Et que parfois on ne permet pas toujours de faire ressortir ce potentiel. Donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Tantôt j'ai entendu parler de ce soutien à la parentalité, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Moi j'ai l'impression que quelque part on l'a toujours fait. On utilise peut-être d'autres terminologies pour dire autre chose, mais finalement on dit un petit peu la même chose. Et puis le fait d'être à l'écoute des parents, je trouve aussi qu'on est de plus en plus dans l'ère des groupes de parole. Il y a de plus en plus de groupes de parole, de rencontres, d'échanges, le réseau d'échange et de savoir, je veux dire, c'est aussi un petit peu ça, de s'imprimer des connaissances
des autres. Et je voudrais aussi revenir à l'idée de savoir-pouvoir. C'est vrai que c'est revenir à l'idée dont le parent acteur de sa propre vie. Donc je suis fort sensible à ça, c'est que le professionnel ne peut pas garder pour lui, faire une rétention d'informations pour ne pas permettre aux parents d'être responsables et acteurs de sa propre vie. Mm-hmm. Oui, c'est-à-dire que ça ouvre aussi une autre dimension. C'est que c'est l'importance de nos savoirs et de nos compétences en tant que personne. Ça nous oblige à être capable d'apprécier ce qu'on est capable de faire et ce que l'on sait pour être capable de l'utiliser dans nos relations avec les autres. Et ça, c'est paru d'une façon très évidente quand on a travaillé avec les familles. Quand les étudiants sont allés dans les familles, au fond, ce qu'on leur a demandé, c'était des étudiants qui n'étaient pas du tout préparés, qui n'avaient aucune préparation à travailler avec les familles. C'était quelque chose, si vous voulez, sur le plan de l'orthodoxie professionnelle universitaire, c'était quelque chose de suicidaire. D'envoyer quelqu'un travailler avec des familles quand il avait jamais rencontré un parent. C'était un risque énorme. Sauf qu'on a minimisé ce risque en disant, tu vas là comme étudiant, tu vas là comme stagiaire, tu vas là comme apprenant des parents, et les parents apprenant de toi. Tu vas là en profil bas, si je prends l'aspect systémique, et non pas en profil haut. Et tu vas là aussi comme la deuxième voisine d'à côté, qui écoute la mère, qui, lorsque la mère a des problèmes, va lui parler, la consulter. C'est juste ça qu'on te demande. Mais dans un deuxième temps, on va te fournir les outils progressivement. Mais d'autre part, toi, tu as des qualités, tu as des capacités, tu as des compétences. Dans certains cas, c'était une mère qui avait des enfants de 12 ans, qui était étudiante. Donc, elle avait les compétences d'une mère qui a élevé des enfants, etc., qui a vu passer de l'eau sur le pont, etc. Et tu avais d'autre part des étudiants qui avaient 21 ans, 22 ans, qui n'étaient pas mariés, qui ne savaient pas ce que ça voulait dire avoir des enfants, mais qui étaient confrontés avec une mère qui avait 30 ans, qui avait 4 enfants. Comment je travaille avec ça? Mais la mère qui avait étudiante, qui avait des enfants de 12 ans, était très importante pour cette étudiante-là. Et l'autre lui disait, écoute, là, c'est quoi que je fais avec elle? Comment je peux m'y prendre? Je ne sais pas si vous savez, voyez, le partage des savoirs. Et ceci nous permettait de progresser avec tout un processus d'encadrement où on revenait sur la visite, sur ce que les parents ont demandé, etc. Et chacun des étudiants autour de la table avec le prof était une ressource. Parce qu'il possédait un savoir et il y avait des compétences de vie. Donc, sa vie personnelle, dans le processus de communication au plan professionnel, nous est fort utile et c'est très rare qu'on nous dit « Partez de vos expériences et placez-vous dans la peau de l'autre pour être capable de voir ce qui est le mieux. » Donc, chez nous, par exemple, le plan de service qui réunit tous les professionnels qui sont impliqués dans le service à la personne handicapée, cette personne-là, elle doit être présente lorsqu'il y a une rencontre la concernant, même si elle est dans le coma vigile. C'est-à-dire qu'elle a peu conscience de ce qui se passe, mais pour nous rappeler que si on était à sa place, c'est quoi qu'on voudrait faire, on voudrait avoir. Pas si vous voyez.
Donc, l'enfant qui est en dehors de la classe, assis dans le corridor, et ses parents discutent avec l'institutrice ou l'équipe de l'école, c'est pas possible, ça. Parce que cet enfant-là, c'est lui qui est le centre de l'intervention. Et on le met en périphérie, comme on met souvent les parents en périphérie de l'intervention. Donc ça, c'est un autre aspect important. Comment arriver à valoriser ses compétences et son savoir? C'est pas de se donner des tapes dans le dos, mais c'est comment être capable de reconnaître que, par exemple, moi je fais une très bonne tourtière du lac Saint-Jean. Parce que quand les gens viennent chez nous, ils me demandent souvent, est-ce que tu vas faire ta tourtière? Faut que je me valorise et que je reconnaisse que les autres aiment. Tourtière du lac Saint-Jean, c'est, j'irai pas plus loin que ça, là, mais c'est un mec qui est très reconnu, qui est spécifique dans ma région de neige. Mais il faut, ou encore, je fais du vitrail. Mais ça me fait plaisir quand les gens me regardent mes vitraux, puis ils me disent, c'est beau. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent mes compétences. Donc, dans nos communications, il faut reconnaître les compétences de l'autre, mais pas dans notre domaine professionnel, mais dans leur domaine à eux. Et Jean-Pierre Pourtois me mentionnait à un moment donné qu'il y avait un étudiant qui était un directeur d'école et qu'il y avait une famille avec laquelle il essayait de communiquer parce que l'enfant était vraiment en difficulté. Et à chaque fois qu'il allait taper à leur porte, paf! Il refermait la porte, il ne voulait rien savoir de lui. Et une bonne fois, il a eu l'idée d'aller par la porte d'à côté. Et là, le monsieur a ouvert la porte. Et là, il a vu dans la cour qu'il y avait un clapier. Ah, il dit, vous élevez des lapins. Oui, oui. Écoutez, moi, je cherche un père lapin pour féconder une mère lapine, et puis j'ai beaucoup de difficultés. Et c'est comme ça qu'ils sont entrés en communication. Quand on regarde ça, c'est pas très fort, mais quand on regarde les effets de ça, c'est très fort. Donc, quand vous rencontrez des gens, on allait dans les maisons, c'était de regarder qu'est-ce qu'ils aimaient et d'utiliser ça pour les reconnaître. Donc, ça, c'est la première étape, la reconnaissance. De dire, bien, écoutez, je vois que vous aimez tel type de peinture. Vous avez un très beau gilet, madame. Puis là, vous voyez, si c'est elle qui l'a fait, vous dites, est-ce que c'est vous qui l'avez fait? Et nous autres, c'est ça, c'est que j'ai jamais vu, il s'est jamais passé autant de recettes dans notre projet avec les étudiants, parce que les étudiants ont appris à tricoter, les étudiants ont appris à faire des mets. Quand on avait la fête des familles à la fin de l'année, ils reproduisaient les mets des parents, puis les parents étaient tout contents, etc. Je ne sais pas si vous voyez. Mais on allait les chercher dans ce qu'il y avait de leurs compétences à eux. Donc, quand on avait affaire avec un électricien, on lui parlait d'électricité. On ne lui parlait pas de problème d'apprentissage de son enfant d'abord. Et donc, souvent, ce qui arrive dans nos communications, c'est que nous autres, on communique avec les parents comme un chien d'un jeu de quilles. C'est-à-dire, paf, dans l'objectif, on met sur la table les difficultés, clac, 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 puis c'est fini, puis après ça, on s'en va. Mais je pense qu'il faut aussi apprendre à perdre du temps pour en gagner. Donc, les apprivoiser,
les reconnaître dans leurs compétences et dans un deuxième temps aborder en disant bon, on n'a pas le choix, mais puis moi ça me fait de la peine, puis j'aimerais mieux parler d'autres choses, mais là faut parler de ça. Là ils vont vous recevoir. Je sais pas si vous voyez. Donc il y a des moyens très très pas compliqués, mais je veux dire d'abord premier objectif, les reconnaître dans leurs compétences à partir de ce qu'ils vous présentent et d'aller à ce moment-là, si possible, faire une expérience d'intervention dans leur foyer. Pas prendre la famille la plus difficile, mais prendre peut-être la famille la plus facile pour avoir développé une relation privilégiée. Parce que vous avez vu tantôt passer être un intervenant significatif. C'est-à-dire être un intervenant dont la mère a confiance, comme elle a confiance dans la deuxième voisine. Elle est capable de lui dire des choses. Et donc ça, c'est notre objectif. Ou de reconnaître tout au moins qu'il y a des intervenants qui n'ont pas été à l'université, qui sont peut-être pas aussi formés que vous, mais qui ont une meilleure relation que vous avec ces gens-là, et que c'est eux qui devraient maintenir la relation. Je sais pas si vous... Et là, ça nous oblige à reconnaître que c'est pas le statut qui est important, mais c'est la qualité de la relation qui est importante. Et donc, vous voyez, quand vous dites que tel type de professionnel, c'est lui qui doit avoir tel type de relation, vous venez de fausser pas mal les communications. Donc, ça, et ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on n'est plus dans la verticalité du savoir, mais on est dans l'horizontalité du savoir et des communications.